Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui on va parler cyclisme, on débrief la présentation du parcours du Tour de France 2020. Et oui, ça vient de tomber, il est 13h30, donc c'est tombé, voilà, il y a une petite demi-heure désormais. Donc j'ai pu étudier un petit peu ce parcours. Je vais donner mon avis, mais c'est pas le top. On va détailler également les étapes. Là j'ai été également sur le site de l'équipe. Pour avoir des informations un peu plus précises que sur le site du Tour de France. Sur le site du Tour de France, bon voilà, on n'a pas le profil de toutes les étapes. Mais ce qu'on peut dire déjà sur ce parcours du Tour de France, déjà la France ne fait plus qu'un tiers. Oui, en fait, on a pris que le tiers le plus au sud de la France, très clairement, pour faire les 3/4 des étapes. Pour moi, c'est un Tour de France Vuelta. C'est que dans l'idée, on a voulu mettre que de la montagne, que de la montagne, que de la montagne. Et je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par ça du tout. Pour moi, le Tour de France, c'est de la montagne, mais également des étapes de plat. Et sur les étapes de plat, il peut se passer des choses. Alors, là encore, il y a une étape de plat qui va être très dangereuse. Mais on a quand même un parcours. Si vous n'êtes pas bon en montagne, faut pas venir sur le Tour de France l'année prochaine. C'est-à-dire que les sprinteurs n'ont aucun intérêt à venir. Groenewegen, Caleb Ewan, même les sprinteurs français, Arnaud Démare n'a aucun intérêt à venir sur le Tour de France l'année prochaine. C'est-à-dire, il va jouer quoi ? 2 étapes, 3 étapes, il y a de possibilités pour les sprinteurs. Quasiment aucune étape n'est faite pour les sprinteurs. Par contre, c'est un parcours intéressant pour les baroudeurs. Parce que tu perds beaucoup de temps sur les 3-4 premiers jours. C'est-à-dire, sur les 3-4 premiers jours, tu peux déjà perdre une demi-heure. Donc après, forcément, ça laisse des possibilités pour les baroudeurs, surtout qu'il n'y aura pas 150 sprinteurs, je pense. Il faut déjà très clairement se dire que les meilleurs sprinteurs n'iront pas sur ce Tour de France-là, parce qu'il n'y a pas énormément de possibilités de victoire, et surtout, il va falloir passer la montagne. C'est-à-dire que il va falloir quand même passer, il y a une possibilité le 3e jour, et encore, il faut quand même bien savoir grimper. Et ensuite, il faut attendre 10 jours quasiment. Enfin, après, il y a l'étape de Millau, mais il faudra quand même déjà passer de la montagne. Donc, à part les sprinteurs qui savent très bien passer les côtes, ça va être compliqué pour les purs sprinteurs. C'est-à-dire un Arnaud Démare, je ne le vois pas aller sur le Tour de France. Le Giro, on regardera le parcours du Giro, mais je trouve que ce parcours du Tour de France est raté. La France, ce n'est pas que de la montagne. Il y a encore quand même une région qui n'est... moi, je peux vous le dire, il y a quand même des coins de France qui ne sont jamais utilisés par le Tour de France. C'est-à-dire que moi, j'habite quand même dans un coin de France où je n'ai pas vu le Tour de France depuis quand même pas loin de 10 ans. Presque. Il faut remonter à 2011, je crois, la dernière arrivée dans le Cher. Et oui, j'habite dans le Berry, moi. Et je peux vous dire que le Berry est évité par le Tour de France depuis des années. Alors, monsieur Christian Prudhomme, il s'avère que dans le Berry, on a également des côtes. Dans le Sancerrois, par exemple, et dans d'autres coins de la région, qu'on peut également faire des étapes dangereuses. Je vous rappelle qu'il y avait eu un coup de bordure en 2011 à Saint-Amand-Moron. Donc on peut faire un petit peu d'animation dans le centre de la France. On aurait même pu faire un contre-la-montre, dis donc. Un contre-la-montre vallonné, qui était pas simple, avec des petites routes. C'était faisable, hein, mais je sais pas, il a un problème avec le Berry, Christian Prudhomme, je sais pas, il a une petite amie qui l'a plaqué un jour dans le centre. Je ne sais pas, mais il aime pas cette région-là de France, donc bon, ça me semble quand même étonnant, mais je trouve que le parcours est raté. Alors pour certains, c'est le meilleur parcours du Tour de France, sauf que le Tour de France, c'est pas la Vuelta. Là, on a un parcours de Vuelta. C'est-à-dire que si vous avez une équipe, un coureur qui domine, par exemple, imaginons, Egan Bernal domine. Eh ben, il va dominer pendant 3 semaines. Ça va être passionnant. Alors qu'on verra le même coureur à chaque fois déposer les autres coureurs, parce que en fait, ça va se faire à la pédale. Il n'y a pas de possibilité vraiment de faire des écarts d'un point de vue stratégique. Il n'y a pas la possibilité de faire de plans, en fait. Là, c'est très simple. Le meilleur gagnera. Enfin, le plus fort de Tour de France. Mais le plus fort, il sera déjà très fort en première semaine. Il sera encore très fort en deuxième semaine. Et il n'y a pas d'étape pour sprinter. Il y a très peu d'étapes pour sprinter. Voilà, ça va être vraiment un tour très difficile où les meilleurs s'imposeront, mais ça se fera à la pédale. Donc ça va pas être forcément très sympa à regarder si on aime les courses un petit peu tactiques. Là, au niveau de la tactique, il n'y aura rien à faire, très clairement. Bon, ça a été un choix qui a été fait. Alors on commence avec cette première étape. Hop là, je vais juste changer. Donc je vais juste évaluer un petit peu les étapes avant. Je vais vous dire un petit peu le parcours. Donc les 2 premiers jours, c'est 2 boucles autour de Nice. Ensuite, on a Nice-Sisteron, Sisteron, Orsières, Merlette, Gap Privas.
Le Tel, Mont-Égual, Millau-Lavore. Ensuite, on ira du côté de Caser-sur-Garonne, Loudanvielle, première étape pyrénéenne, Pau-la-Reims, la deuxième. Voilà, les Pyrénées sont également bien fracassées. Ensuite, le 7 juillet, on ira au Château d'Oléron, Saint-Martin-de-Ré après une journée de pause, dû tout simplement, oui, il faut prendre du repos sur un Tour de France. Je rappelle qu'on commence une semaine avant également, parce qu'il y a les Jeux Olympiques également, il faut préciser, on commence le 27 juin. Donc Château d'Oléron, Saint-Martin-de-Ré, Châtellon-Plage, Poitiers, Chauvigny, Saran. Ensuite, on arrive dans le Massif central avec Saran. Châtel-Guyon, Puy-Marie, ça sera dur. On aura également l'étape Clermont-Ferrand-Lyon. Ça nous rappellera l'étape de l'année dernière avec l'attaque de Julien Alaphilippe où on arrivait à Saint-Étienne. C'est un petit peu le même profil d'étape, donc c'est une étape intéressante. Lyon, Grand Colombier, donc on attaquera les Alpes. Puis après, la dernière semaine, c'est que des Alpes quasiment, avec le Tour du Pin, Villard-de-Lans, Grenoble, Col de Loze, Méribel, La Roche-sur-Foron, Bourg-en-Bresse, Campagnol, qui pourrait convenir à un Matteo Trentin, mais ça me semble quand même très vallonné et très difficile sur la fin de journée. Et puis la planche des Belles-Filles, le contre-la-montre entre Lure et la planche des Belles-Filles, 36 km. La planche des Belles-Filles, j'en peux plus. Et puis Mantes-la-Jolie, Paris. Allez, c'est parti pour parler de la première étape donc entre Nice, Moyen Pays et Nice, 156 km. Bon, première étape, on aura 3 boucles. En fait, ça sera une boucle qu'on effectuera plusieurs fois avec 3 difficultés à prendre. Ça sera une petite difficulté, mais déjà, c'est une étape qui ne va pas convenir aux purs sprinters. C'est-à-dire, on s'attendait à une étape très plate. Voilà, et là, déjà, il y a une côte. C'est-à-dire, il y a déjà une difficulté sur cette première étape. Alors, c'est pas la plus dure des difficultés, mais ça reste quand même quelque chose d'important quand même pour des purs sprinters. Avec une arrivée sur la promenade des Anglais quand même, donc une arrivée où normalement ça va arriver vite, en descente. Avant le passage sur la promenade des Anglais, mais c'est déjà pas une étape facile, 156 km par contre, c'est quand même un parcours plutôt court avec 3 boucles, donc les Niçois seront très contents de pouvoir voir les coureurs plusieurs fois dans la journée. On attaque déjà la deuxième étape, donc difficile, cette deuxième étape, où on commence à Nice, au pays, pour aller à Nice, 187 km, deuxième boucle, ça sera donc le 28 juin. Et là, c'est déjà une étape difficile parce que pour la première fois sur le Tour de France, ça c'est bien par contre, d'avoir une étape difficile dès le deuxième jour. C'est un parcours qui est très difficile avec le col de la Colmiane, 16 km à 6,3 de moyenne, avec des passages à 7, un passage à 8,6 entre le 8e et le 10e kilomètre. Puis on aura le col du Turini. Col du Turini qui est quand même plus connu pour le Monte-Carlo que pour le cyclisme et qu'on avait vu utiliser cette année sur Paris-Nice et c'est plutôt régulier le col du Turini. Malgré tout c'est difficile tout le long avec un dernier kilomètre qui n'est pas simple et surtout c'est long le col du Turini, c'est 15 bornes. Faire attention à la descente du col du Turini. La descente du col du Turini, il y a beaucoup d'épingles, donc faire attention avec des petits murets, c'est pas une descente facile. Et on attaque ensuite avec le col d'Aise, bon, habituel sur Paris-Nice, le col d'Aise, tout le monde le connaît, 7 km 8 à 6,1. Faire attention à la descente également du col d'Aise, qui est très technique sur la première partie. Et ensuite, on va très très vite sur Nice, mais avec un peloton de 185 coureurs. Ça peut être compliqué sur la fin, 176 pardon maintenant, avec 8 coureurs par équipe. Mais ça peut être compliqué, cette descente, où on peut aller très très vite. On peut avoir des chutes, on peut avoir des surprises sur cette première étape, et des leaders qui soient éliminés. Malgré tout, je ne suis pas sûr qu'on ait des écarts après cette étape. Pourquoi ? Parce que, très clairement, c'est pas intéressant de prendre le maillot aussitôt dans un Tour de France. C'est faire travailler ses équipiers. Et en sachant que l'étape 4 est déjà difficile, c'est pas top. L'étape 3, Nice-Sisteron. C'est vallonné. C'est pas tout plat non plus. Mais ça devrait quand même convenir aux sprinters. Mais on va quand même passer à certains moments au-dessus des 1000 mètres d'altitude. C'est l'arrière-pays niçois, c'est l'arrière-pays un petit peu provençal. Donc ça reste quand même une étape qui n'est pas toute plate. Contrairement à ce qui est indiqué sur le site du Tour de France, il faut se méfier. C'est 198 km, sauf qu'on aura eu déjà une étape de la veille de 185 bornes, 187 bornes, qui aura déjà été difficile. Là, on fait 198 km sur une étape qui sera encore difficile. Bagarre entre échappés, sprinters.
moi je vois quand même un Trentin potentiellement s'imposer sur cette étape-là, s'il venait, hein, je parle. Ou un Brian Cocard, si Vital Concept était invité, ou un Adrien Petit, même encore, c'est un peu trop vallonné, je pense, pour Adrien Petit. C'est vraiment pas un parcours tout plat. C'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, les parcours de sprinters, on n'en a toujours pas eu, et on sera au 3e jour. 4e jour, ça sera toujours pas pour les sprinters. On partira de Sisteron pour aller à Orsières-Melette, 157 km avec 2000 mètres d'altitude, déjà, lors de cette étape numéro 4 qui aura lieu donc le 30 juin. Il faudra aller du côté de la montée d'Orsières-Merlette. 7 km, 6-7 de moyenne, ça sera compliqué. Et puis, on a un dernier kilomètre qui est très pentu. Le 2e kilomètre est très pentu, même si là c'est pas mon cas sur Vélo Viewer, hein, avec Strava, je suis dessus. J'ai pas l'impression que ce soit ultra difficile, mais bon, on nous dit que c'est très difficile. Et il y aura déjà une première difficulté dans la journée qui ira à 1500 mètres d'altitude dans le massif du Dévoluy. 157 km, c'est pas le coin le plus utilisé du Tour de France, mais ça reste une étape encore difficile et donc les sprinteurs ne viendront pas encore sur cette étape-là s'imposer. Heureusement, le lendemain, on aura enfin une étape, on va dire, plutôt plate. Même si, c'est un faux plat quand même sur la fin de parcours. Ça peut être une bagarre entre échappés et sprinteurs qui seraient fatigués par les 4 premiers jours de course. Mais je pense que les sprinteurs, comme il n'y aura pas 150 occasions de jouer la gagne du côté des sprinteurs, et quelques sprinteurs qui viendront, voudront, les équipes canarasseront ces étapes-là. Le lendemain, on arrivera au Mont Aigual. Donc encore une étape vallonnée, encore une étape qui n'est pas simple, 191 km. C'est pas la montée la plus difficile. Ça peut convenir à des échappés. Après 5-6 jours de course, on commence à être un petit peu fatigué du côté des coureurs parce que les premiers jours ont été difficiles. Mont Aigual, c'est unique passage en 87 du côté du Mont Aigual. C'est surtout les derniers kilomètres de cette montée qui seront difficiles. Avec un passage à 13%, mais ça monte en... Alors, la moyenne sur le Mont Aigual, je crois, est de 4% de moyenne. Donc on a l'impression que c'est pas grand-chose, sauf que c'est des plateaux un petit peu qui s'enchaînent. Donc il y a des fortes pentes, puis c'est plat, voire ça redescend, et de nouveau de fortes plantes. Donc c'est très difficile. On aura également le col de Lucette qui est régulier, 11 km 7 à 7,3 de moyenne. Avec 2 passages à 11%. 34 km de montée dans cette journée. Donc c'est pas la journée la plus difficile, mais si on n'est pas dans un bon jour, on peut se faire avoir. Et puis peut-être que c'est le jour où certains leaders voudront récupérer le maillot dès le 7e jour. Le lendemain, c'est Millau-Lavore. Même si, encore une fois, sur ce Tour de France, avant d'attaquer l'étape Millau-Lavore, il ne faudra pas prendre le maillot les premiers jours parce que les équipiers vont souffrir sinon. Et ça va être vraiment pas facile pour les équipiers. Millau-Lavore, c'est étape vallonnée, mais je pense plutôt pour les sprinters. Faire attention quand même. Millau-Lavore, on est parallèle à la mer Méditerranée. S'il y a du vent, coup de bordure. Vous le savez, hein, la mer, le vent vient toujours de la mer dans ces coins-là, quand on est proche, comme ça. Donc, il faut toujours se méfier, même si c'est l'été, que normalement, il y a peu de vent. Cette année, l'étape où il y a eu des coups de bordure, c'était une étape dans cette région-là de la France. Donc, se méfier au niveau des coups de bordure, surtout s'il y a des équipes de sprinteurs qui ont envie de chercher la gagne. Ça pourrait rouler vite et ça sera 168 km. De toute façon, les étapes de place cette année sont plutôt très courte, surtout que le lendemain, on attaque les Pyrénées. On sera le 4 juillet, le samedi 4 juillet précisément. Et la première étape dans les Pyrénées, là heureusement, j'ai le petit profil de la part du Tour de France. 140 km, c'est très très court, c'est très ramassé, très condensé, avec surtout des côtes qui commencent à partir du kilomètre 48. Avant le kilomètre 48, on a une étape toute plate. Donc ça veut dire que ça va être une grosse bagarre pour prendre l'échappée dans cette étape numéro 8. Il faut déjà le savoir parce que tout le monde voudra aller chercher cette échappée et surtout une arrivée en descente du côté de Loudanvieille. Alors on aura le col de Manté
col de Manté qui a un passage à 9,5 pendant 1,7 km. C'est court mais plutôt intense. Puis ensuite le port de Balès, irrégulier, vous le savez très bien, le port de Balès. Puis on enchaîne avec Peyresourde, très long Peyresourde, même si là on est dans une version très short, c'est-à-dire qu'on ne montera qu'à 1600 mètres d'altitude et puis on arrive du côté de Loudran-Vieille. Donc voilà, une étape 140 km. Le lendemain, Pau à Reims. Là on aura la Ourcère, le col de la Ourcère et le col du Soudet dans cette étape qui s'enchaîneront. Ça sera en milieu de journée, ça. Et puis on aura une arrivée, une montée au col de Marie-Blanc et une arrivée en descente à la Reims. Mon avis sur les Pyrénées, je vais vous le dire, parce qu'on arrive en descente et sur du plat, on a bousillé les Pyrénées, rien ne va se passer dans les Pyrénées. Très clairement, il n'y aura aucun écart dans les Pyrénées. Des leaders vont forcément s'écrouler, mais ce seront des coureurs qui ne seront pas en forme. Très clairement, de toute façon, moi, sur ce début de Tour de France, là je vous le développe un petit peu, je suis très déçu parce que l'année dernière, on était monté haut en altitude. Là, pour l'instant, on ne dépassera pas les 1800. Peut-être on ira une fois 2000 mètres, mais on n'ira pas très haut en altitude. On sait que l'altitude, ça gêne la récupération. Ce qui aurait été bien, c'est d'aller haut en altitude. Là, on ne va pas très haut en fait. Sur cette deuxième étape des Pyrénées, par exemple, on n'ira pas à plus de 1540 mètres d'altitude. Le jour d'avant, on aura été à 1008, même pas 1008. Le jour d'avant, hop, je reprends ma petite carte. Merci, on aura été à 1755 mètres d'altitude. Donc voilà, même pas à 1008 en fait. Donc ça va pas vraiment rendre le parcours très difficile. Ensuite, première journée de repos en Charente-Maritime. Puis, alors là, Christian Prudhomme adore la Vendée. Il a une histoire d'amour avec la Vendée. C'est bien la Vendée, mais c'est pas non plus les étapes les plus prometteuses. Alors, je vais passer rapidement. L'île d'Oléron, l'île de Ré, c'est une étape qui reliera les deux îles. C'est une première sur le Tour de France. Incroyable. Après une journée de repos. Pour les sprinteurs, parce que là c'est tout plat, faire attention quand même. Coup de bordure, on sera pendant toute la journée le long de la mer. Donc s'il y a du vent, ça va être compliqué. Deuxième étape où il faudra se méfier des coups de bordure, parce qu'on a pris que des coins où il y a potentiellement des possibilités de faire des coups de bordure, même si ça sera plus difficile, pardon. Le 8 juillet, avec la 11e étape entre Châtellon, Plage et Poitiers, 167 km. Tout plat. Normalement c'est sprint sur cette étape. Puis on ira du côté de Saran. On partira de Chauvigny pour aller à Saran avec un gros passage dans le Massif central. On aura une difficulté sur la fin d'étape. On passera par la Vienne, la Haute-Vienne, mais surtout la Corrèze. C'est la fameuse étape hommage à Jacques Chirac, qui n'était pas vraiment prévu que ça soit hommage à Jacques Chirac. C'était pour fêter les 20 ans de la fondation Jacques Chirac qui se trouve à Saran. Donc ça sera l'étape hommage à Jacques Chirac, 218 km. Parcours bosselé, ça manque peut-être un petit peu de difficulté, mais ça sera difficile en fin de journée. Ça peut convenir à des échappés, ça peut convenir aussi à un Matteo Trentin qui voudrait s'imposer ce jour-là dans cette étape. On enchaîne avec la 13e étape entre Châtel-Guyon puis Marie, de nouveau le Massif central. C'est l'étape la plus vallonnée, là où on a le plus de dénivelé positif, 4400 mètres pour 191 km. Je rappelle que la veille, on en aura fait 218 sur des routes. La Corrèze, le rendement n'est pas exceptionnel sur les routes. La Haute-Vienne non plus. C'est le parcours qu'on utilise souvent autour du Limousin. Donc, c'est pas des étapes faciles. Pour ceux qui suivent le Tour de Limousin sur la chaîne Équipe, vous savez, le rendement des routes, c'est très abrasif. Donc, il y a peu de rendement. Donc, on est tout le temps en prise. Donc, il faut tout le temps relancer la machine. Pendant 218 km, ça va être long. Si en plus il fait chaud, ça peut être une journée galère entre Chauvigny et Saran. Le lendemain, 4400 mètres de dénivelé positif, beaucoup de côtes. Ça me rappelle un peu l'étape qu'on a vue entre Saint-Flour et Figeac. Victoire, c'était 235 km à l'époque, victoire de Richard Virenque au Tour de France 2004, où il était parti comme ça en échappée, seul, en solitaire, après avoir été dans un petit groupe, et il avait pris le maillot à poids ce jour-là. C'était le 6e, 7e, je ne sais plus, maillot à poids de Richard Virenque. Bon, là, c'est un enchaînement de côtes. Hein. Ça monte, ça descend, c'est les montagnes russes pendant toute la journée, c'est fantastique. On aura entre autres le col de Césat, oui, c'est ça, le col de Guéry, la montée de la Stèle, la côte de l'Estiade, la côte d'Anglars de Salaire. Et ça se finira avec le col de Néron, 3 km 8 à 9,1 de moyenne, et le pas de Pérol. Pour finir, c'est 5 km 4 à 8,1 de moyenne. Il y a des forts pourcentages, c'est pas très long, mais c'est des forts pourcentages, c'est des montées de un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum dans la journée. On est sur des terrains qui conviendraient
parfaitement à Julien Alaphilippe. C'est une étape qui est faite pour Julien Alaphilippe. Je ne sais pas si Julien Alaphilippe fera le Tour de France cette année, mais c'est une étape qui peut lui convenir. Ça peut convenir également à des punchers. Là, je parlais de Julien Alaphilippe, mais ça peut convenir à des Fuglsang, des coureurs comme ça qui ont la capacité de faire des efforts sur des courtes durées. Van der Poel, Wout van Aert, même si on ne sait pas l'état de Wout van Aert depuis sa chute sur le dernier Tour de France. Mais ça convient à ces profils-là de coureurs, même si Wout van Aert c'est peut-être un peu trop vallonné pour lui, faut voir. Mais une étape intéressante pour les punchers, normalement, donc ça pourrait être une grosse journée difficile avec une grosse bagarre. Les deux derniers kilomètres du pas de Pérol, c'est 12% de moyenne avec un passage à 15, donc c'est vallonné et il y a du pourcentage. Mais c'est pas très haut en altitude. Le lendemain, Clermont-Ferrand-Lyon, journée pour un Julien Alaphilippe encore, je dirais, parce que ça ressemble beaucoup à l'étape de Saint-Etienne de cette année. Vous vous souvenez, où la fin de journée était très difficile, où ça avait roulé très fort pendant toute la journée. Et bien là, c'est un peu pareil, parce qu'on va avoir la côte de la Duchère, la montée de l'Observance, la côte de la Croix-Rousse dans les 5 derniers kilomètres, le sommet de la côte de la Croix-Rousse. C'est pas très difficile, mais là encore, c'est un enchaînement d'efforts. C'est des efforts de 10 minutes à peu près chacun. Donc c'est pas très long en soi, mais c'est des efforts qui conviennent aux punchers. Ça peut convenir également à une échappée, pourquoi pas, après 14 jours de course, un peu de fatigue, surtout qu'on sera en fin de deuxième semaine et qu'on aura eu deux étapes avant qui auront été très difficiles. 197 km encore, la longueur peut jouer un petit peu si les étapes en plus sont faites à grande intensité, même si cette année sur le Tour de France, l'étape la plus longue fait 218 km et qu'il y a peu d'étapes qui dépassent les 200 km. Le lendemain, on attaque les Alpes avec, avant la deuxième journée de repos, Lyon Grand Colombier, 175 km. Avec une étape où on commencera par la Selle de Fromentel, 11 km à 8,1 de moyenne, avec des pentes très difficiles dans les 3 derniers kilomètres. On aura un passage à 22%. Ça rappelle un petit peu le mur de Huy, mais sauf qu'on aura fait 10 km avant. Et puis on ira ensuite au col de la Biche, 7 km à 8,9 de moyenne. L'enchaînement des deux, c'est automatique, c'est-à-dire qu'on fait la descente de la Selle de Fromentel, on entame tout de suite le col de la Biche. Pour finir, au Grand Colombier, on aura une quinzaine de kilomètres de vallée entre la descente du col de la Biche et le Grand Colombier, c'est-à-dire le pied de la descente et le pied de la montée du Grand Colombier. Le Grand Colombier, c'est 17 km 4 à 7,1 de moyenne, rythme irrégulier, des passages à 12, ça marche par palier un petit peu. Le Grand Colombier, il y a 2 passages vraiment plats, quasiment en descente même, et la fin est pas simple, mais c'est surtout à la fin du premier quart de montée, on a passage à 12% quasiment, et là ça fait très très mal. Ensuite, deuxième journée de repos en Isère, puis on attaque la dernière semaine avec une étape, la Tour du Pin, Villard-de-Lans, 164 km. Après une journée de repos, ça va faire mal parce que après 12 km, on aura déjà la côte de Villerieux. C'est pas très difficile, mais ça fait quand même mal. Puis en milieu d'étape, le col de Porte, mais qui est quand même très tôt dans la journée, le col de Porte. La côte de Revel, puis la montée la montée de Saint-Nizier, de Moucherotte, tout simplement. Et puis on finira à Villard-de-Lans avec la côte de 2000. C'est une petite côte, les écarts devraient être assez minimes sur cette étape-là, mais une arrivée en petite bosse, ça va être toujours bien. C'est toujours intéressant après une journée qui aura quand même été fatigante. Un lendemain de journée de repos, ça peut toujours créer des surprises. C'est pas l'étape la plus dure, c'est pas l'étape la plus longue, mais ça va fatiguer un petit peu et les jambes seront lourdes. Le lendemain, lors de la 17e étape, entre Grenoble et le col de la Lauze, c'est du côté de Méribel, c'est depuis 1973 qu'on n'était pas arrivé à Méribel. Col de la Lauze qui est une montée inédite, le col de la Madeleine qu'on fera avant, donc qui est connu, le col de la Madeleine, c'est très régulier normalement quand même, à part le pied, ensuite derrière. C'est surtout que la fin est pas très difficile. On aura encore 15 km de plat entre le pied de la descente du col de la Madeleine et le pied de la montée de Lauze. La montée de Lauze, c'est long, c'est surtout que la fin est très difficile.
ça commence crescendo. C'est-à-dire au départ, on est sur 5-6%. Et puis d'un coup, paf, on passe à 11. Donc ça va faire très 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 mal dans la fin de journée. Donc il faudra se méfier avec des passages à 20%. C'est les 6 derniers kilomètres. Avant, on n'y allait pas parce qu'elle n'existait pas cette route, mais les 6 derniers kilomètres sont très 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 difficiles. Le lendemain, on passe par Méribel, La Roche, sur Foron. C'est l'étape qui a été escamotée cette année. C'est voilà, le parcours quasiment. Donc on enchaîne le cornet de Rosseland avec le col des Saisies, puis le col des Aravis, puis la montée du plateau des Glières, avec dans le dernier kilomètre on a de la terre. Par contre, c'est une étape qui est décevante parce que sur la fin de journée, c'est pas top, quoi. Ça, on arrive en descente, il y a peu de grosses difficultés dans les 30 derniers kilomètres. C'est-à-dire qu'après que tu as passé le plateau des Glières, c'est l'étape pour... alors, le plateau des Glières, il faut se méfier parce que le sommet n'est pas vraiment le sommet qui est indiqué là encore par le Tour de France. Il y a encore un petit peu de kilomètres de montée, un peu de faux plat derrière. Malgré tout, sur les 25 derniers kilomètres, c'est pas très difficile. Donc c'est décevant parce qu'on arrive encore en descente. Voilà, bon, la veille ça aurait été difficile, mais c'est pas une étape où je pense qu'il va se passer grand chose. Le lendemain, on part de Bourg-en-Bresse pour aller à Champagnole. Bon, pas de difficulté, très difficile. Normalement, c'est sprint. Et puis, la planche des belles filles. Je commence à en avoir marre de la planche des belles filles. Il a un truc avec la planche des belles filles quand même. Alors c'est bien, c'est difficile la planche des belles filles. Mais chaque année, non. Non, pas chaque année la planche des belles filles. Il y a une époque aussi, on avait tous les 2 ans, on avait Mont Ventoux. Soit on avait l'Alpe d'Huez, soit on avait Mont Ventoux. Bah là c'est pareil, la planche des belles filles, on l'a chaque année. Alors on commence à le connaître, cette montée. En plus on sait que ça se fait à la pédale, c'est pas très stratégique la planche des belles filles. Donc là c'est un contre-la-montre, ça change un petit peu. Mais bon, essayez de varier un petit peu les parcours, parce que j'ai l'impression que chaque année, depuis 4-5 ans, on a la même chose sur le Tour de France. J'aimerais bien qu'on ait une étape dans le Sancerrois un jour. Faites une étape, je sais pas, qui arrive à Manicourt, un truc comme ça, une étape difficile. Nom de Dieu. Bon, la planche des belles filles, habituelle, hein, c'est la version longue. Un contre-la-montre, 36 km. Bon. Ça pourrait provoquer un changement de leader, surtout si les écarts sont minimes. Voilà, surtout qu'il faut quand même pas négliger qu'on aura 28 km de plat avant. Il y aura certainement des changements de vélo à faire. Parce que la première partie, c'est quasiment plat ou c'est pas très difficile. Et voilà, au kilomètre 28, il faudra changer de vélo, je pense, pour monter la planche des belles filles. Et puis, à Mantes-la-Jolie, pour la dernière étape, on partira de Mantes-la-Jolie. Pour arriver à Paris, on arrivera un peu plus tôt que cette année. Du côté des Champs-Élysées, on arrivera vers 19h normalement. Et pas de nuit, ce que je trouve un petit peu dommage, mais c'est toujours un petit charme d'arriver de nuit. Bon, alors mon avis sur ce parcours, beaucoup trop de montagnes, ce qui fait que si vous avez un coureur qui domine, il dominera jusqu'à la fin de ce Tour de France. C'est quand même un tour qui est bien pour Ineos. C'est un tour qui est très montagneux, mais en même temps on va pas très haut en altitude, ce qui pourtant je trouve avait proposé de l'intérêt l'année dernière, enfin en 2019, sur ce Tour de France, donc je trouve ça dommageable. Beaucoup trop d'arrivées en descente ou des arrivées où il ne se passe pas grand chose, où la dernière difficulté n'est pas la plus dure. Il y en a beaucoup trop. Ça marche une ou deux fois sur un grand tour, ça ne marche pas 4 ou 5. Donc ça c'est raté. Le fait qu'on n'utilise qu'une toute petite partie de la France, que la Vendée c'est pas très passionnant non plus, il faut le dire, et qu'on y va très souvent en Vendée, et qu'en plus là la Vendée va pas être très bien utilisé. Les Pyrénées qui sont où il va rien se passer parce que les étapes sont pas assez dures dans les Pyrénées et qu'on a des arrivées sur du plat. Donc je vois pas vraiment l'intérêt. Il y a beaucoup trop d'arrivées sur le plat cette année. Un début de tour qui par contre est très difficile et très intéressant. Et puis pas assez d'étapes pour sprinters. Donc j'ai peur qu'on ait peu d'équipes de sprinters qui viennent. Par contre c'est un tour où on devrait avoir vraiment la part belle aux baroudeurs, aux échappés. Ça c'est clair et net parce que les écarts vont être importants. C'est un Tour de France où je pense qu'on aura beaucoup de coureurs hors délai dès la deuxième étape, parce que des coureurs qui sont pas en forme ou qui sont tombés le premier jour souffreront lors de la deuxième étape, et surtout je pense qu'on aura beaucoup de coureurs hors délai en fait à la fin de ce Tour de France, et qu'on finira avec peu de coureurs, mais c'est un Tour de France très difficile où ça va se faire à la pédale et où il n'y a pas vraiment de coup stratégique à tenter parce qu'on gagnera
très peu de choses par rapport au temps qu'on peut gagner en montagne. La planche des belles filles, moi je commence à en avoir marre également, mais il y a beaucoup d'endroits où on passe trop souvent sur le Tour de France. Et je pense que ça va pas être un Tour de France passionnant malgré ce que pourrait indiquer un parcours montagneux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle est un petit peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ce parcours. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je pense qu'on fera pareil sur le Giro, peut-être sur la Vuelta aussi, on fera le débrief un petit peu des parcours, on verra. Je pense que ça sera plus court dans ce cas-là, pour le Giro et la Vuelta. Et puis, on parlera peut-être des équipes en tout début d'année 2020 pour voir un petit peu les nouveaux arrivants dans chaque équipe, mais je sais pas si je le ferai, enfin je verrai. Et puis sinon, d'ici là, il y a des sports mécaniques. On va faire le bilan de la F2, le bilan de la F3, parce que la saison est finie et que je dois le faire depuis quelques temps. Et puis voilà, le programme jusqu'à la fin de la semaine où il y aura la moto. Et après le Grand Prix de Motegi, au Japon, on fera un bilan également Moto 2, Moto 3 de ce qui s'est passé avant les 3 derniers Grands Prix de la saison qui seront Phillip Island, il m'en manque toujours un, et Valence, et la Malaisie, et Valence. Et voilà, on aura un petit bilan à faire. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, et puis ciao ciao sur l'Amérique Production.